Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. De Victor Hugo, Jean d'Ormesson écrit ceci. Toutes les révolutions qui marqueront la fin de son siècle et le siècle suivant, et qui se feront souvent contre lui et contre son éloquence, ce sera de lui qu'elles sortiront. Parce qu'il aura incarné le peuple à travers Les Misérables ou Notre-Dame de Paris, son influence s'étendra bien au-delà de son existence et de son œuvre propre où le romantisme est encore un classicisme. Il aura été un mage, un prophète, un voyant, un précurseur et, à force de chanter l'aurore, l'aurore est son affaire et l'un de ses mots favoris, il aura annoncé le XXe siècle après avoir dominé son temps de toute la puissance de son imagination et de son génie poétique. C'est au Victor Hugo de l'exil que s'intéressait l'analyse spectrale de l'Occident de Pierre Cipriot en 1965. Ce que furent alors sa vie et son œuvre nous y étaient racontés et commentés par André Mauroy et Michel Butor, par René Journet, Jean-Bertrand Barrère et Pierre Moreau. Les textes d'Hugo étaient dits par Sylvia Montfort, Jean Topard et Fernand Ledoux. Vous êtes à l'écoute de France Culture. Nous vous prions d'écouter maintenant Analyse spectrale de l'Occident. Aujourd'hui, Victor Hugo 1851-1870 par Pierre Cipriot, assisté pour la réalisation de Hélène Delabrusse. Avec la collaboration de Jean-Bertrand Barrère, Francis Bouvet, Michel Butor, René Journet, André Mauroy de l'Académie française, Pierre Moreau, avec des textes de Actes et Paroles et des Misérables, lus par Ledoux, Jean Topard et Sylvia Montfort. Je suis proscrit, ruiné, dépouillé, banni, vaincu, mais le ciel est bleu en moi, écrit Victor Hugo à Juliette Drouet le 21 mai 1852. Et il ajoute « Toutes les fleurs qui ne sont pas sous mes yeux, je les ai dans l'esprit ». Et dans ses carnets de janvier 1852, exactement en date du 22 janvier, il est alors à Bruxelles, Hugo a noté « J'aime la proscription, j'aime l'exil, j'aime mon Galta de la Grande Place, j'aime la pauvreté, j'aime l'adversité, j'aime tout ce que je souffre pour la liberté, pour la patrie, pour le droit. J'ai la conscience joyeuse. » Eh bien, cet exilé qui ne lâche pas prise, qui trouve que la proscription est bonne, car dans son soliloque de Jersey puis de Guernesey, il accroît ses certitudes, André Mauroy lui a consacré une centaine de pages de Olympio, ou La vie de Victor Hugo, publié en février 1954. On ne peut pas, dans ce court dialogue, même résumer ces années d'exil. C'est l'époque où tout prend sa course dans la vie de Victor Hugo. Il fait du cheval, il prend des bains, il laisse pousser sa barbe en 1861. Il devient prédicateur et patriarche. Il fait tourner les tables sous le charme de mort de Delphine de Girardin, et cela depuis 1853. Mais surtout, c'est l'époque où Victor Hugo est absorbé par des œuvres immenses. En vous retirant tout, dit-il, on vous a tout donné, ou encore la solitude dégage un certain degré d'égarement sublime, c'est la fumée du buisson ardent. Eh bien, les éclairs de ce buisson ardent, voici quelques dates. 1851, le 5 août, Victor Hugo débarque à Jersey. Le même jour, c'est le lancement de Napoléon le Petit.
Novembre 1853, publication des Châtiments. L'édition française ne sortira que le 20 octobre 1870. Mars 1854, Victor Hugo écrit « La fin de Satan » puis des vers par milliers qui vont trouver place dans les Contemplations, 1856, dans Dieu et la fin de Satan, dans la Légende des siècles qui paraît en 59. En 1862, Hugo publie Les Misérables et prend des notes pour son roman 93. 1864, il publie William Shakespeare et commence Les Travailleurs de la mer. En 1865 paraissent Les Chansons des rues et des bois. Le 21 janvier 66, à Bruxelles, Hugo écrit les premiers chapitres de L'Homme qui rit, qu'il termine le 23 août 1868. La joie est le fruit, dira-t-il, du grand arbre de douleur. Cette joie, c'est la joie du travail. Il est le proscrit du devoir qui monte, comme il le dit encore, à la sueur de son front, son nom, au sommet d'un édifice mystérieux. Donc l'exil fut pour Hugo un choc salutaire, mais d'abord un choc. Eh bien, comment les choses ont-elles commencé? L'exil fait penser au palais de Woodville House, raillé par Baudelaire. En fait, tout a commencé, sinon dans la pauvreté, au moins dans l'insécurité. Et je voudrais tout d'abord demander à André Mauroy de nous conduire un peu dans ses premières retraites, toujours périlleuses d'ailleurs, quand Hugo arrive à Bruxelles le 12 décembre 1851 sous le nom de Firmin Lanvin. Quand Firmin Lanvin descendit du train à Bruxelles le 12 décembre 1851, Laure Luttrot, qui était une amie de Juliette Drouet, avertie par celle-ci, le conduisit dans de pauvres hôtels, hôtel du Limbourg, puis hôtel de la Porte Verte, 31 rue de la Violette. Victor Hugo écrivait à sa femme Adèle « Je mène une vie de religieux, j'ai un lit grand comme la main, 2 chaises de paille, une chambre sans feu, ma dépense en bloc est de 3 francs 5 sous par jour, tout compris. » Joie d'écrire ces choses, humilité délicieuse, comme dit Claudel dans l'Otage, Hugo pense, je suis maintenant assis à la place la plus basse, je ne peux plus être déposé. Toujours à Adèle, il écrit, nous sommes pauvres, et il faut passer dignement un défilé qui peut finir vite, mais qui peut être long. J'use mes vieux souliers, j'use mes vieux habits, c'est tout simple. Toi, tu supportes les privations, les souffrances même, souvent l'extrême gêne. C'est moins simple, puisque tu es femme et mère, mais tu le fais avec bonheur et grandeur. On a souri de cette misère sur un tas d'or, de cet argent de poche marchandé à ses fils. François Victor ne recevait alors que 25 francs par mois. De ce grabat de l'actionnaire. 3 explications. Première, Hugo a la nostalgie de la pauvreté. Il se plaît à reconstituer autour de l'homme illustre le galetas du jeune homme, la mansarde de la rue du Dragon, et à se priver d'un luxe qu'il n'a jamais accepté en son cœur. À la fin de décembre, il a quitté l'hôtel et loué 16 grands places, une chambre presque nue, un canapé de crin, une table, un miroir, un poêle en fonte, 6 chaises. Il vit là pour 100 francs par mois et ne fait qu'un repas par jour. Juliette, dont le budget est de 150 francs par mois, le trouve pas trop mal nourri et lui fait porter chaque matin par Suzanne, sa servante, une tasse de chocolat. Deuxièmement, il veut vivre de son seul revenu et maintenir le capital intact pour assurer, après sa mort, la vie des siens qu'il s'est incapable de la gagner. Il desserrera, dit-il, les cordons de la bourse quand il aura vendu des manuscrits. Troisièmement, pour traiter avec des éditeurs belges ou anglais, il se croit plus fort si ceux-ci voient qu'il n'a pas besoin d'eux et qu'il est capable de vivre avec 1200 francs par an. Tout cela dit qu'il ait par instinct le goût de l'économie, des larges excédents budgétaires et de la sécurité, n'est pas plus niable que coupable. Dans Olympio ou la vie de Victor Hugo, vous nous racontez, André Mauroy, comment Victor Hugo à Bruxelles, du 12 juin au 14 juillet 1852, travaille avec évidemment l'ardeur des passions, l'ardeur de la revanche à son pamphlet politique Napoléon le Petit. Et dans ce pamphlet, il s'identifie
avec le droit de son pays. Ce n'est pas moi, monsieur, qui suis proscrit, c'est la liberté. Ce n'est pas moi qui suis exilé, c'est la France. Au fond, Hugo veut construire une citadelle d'écrivains, citadelle d'où il bombardera Bonaparte. Mais ce groupe de résistance tombe rapidement sous le coup d'une loi contre les délits de presse commis à l'étranger par des Français. Et cela puni d'amende, puni de confiscation. D'où l'empressement de Hugo de se rendre à Jersey et d'y réunir là toute sa famille. Il arrive à Jersey le 5 août, le jour du lancement de Napoléon le Petit. J'aimerais que André Mauroy nous dise dans quelles circonstances, toujours d'après Olympio ou la vie de Victor Hugo. Les proscrits, assez nombreux, mais de moindre qualité que ceux de Bruxelles, allèrent recevoir le poète sur le port et l'acclamèrent, mêlés aux habitants de la ville. Madame Victor Hugo trouva que son mari et son fils étaient tous deux fort engraissés. Vêtus avec une studieuse négligence, Victor Hugo avait beaucoup changé. L'homme du monde, frisé, coquet, s'était transformé en rude travailleur. Le visage tourmenté, ravagé, les yeux ardents et fixes, semblait par instants d'un illuminé. Mais il retrouvait vite sa gaieté et son bon sens réaliste. Jersey, mieux connu, leur plut. Victor Hugo écrit au colonel Charras à Bruxelles « S'il y avait de beaux exils, Jersey serait un exil charmant. C'est le sauvage et le riant mariés au beau milieu de la mer, dans un lit de verdure de 8 lieues carrés. Je m'y suis logé dans une cahute blanche au bord de la mer. De ma fenêtre, je vois la France. Le soleil se lève de ce côté-là, bon signe. On me dit que mon petit livre s'infiltre en France et il tombe goutte à goutte sur le Bonaparte. Il finira peut-être par faire le trou. Depuis que je suis ici, on m'a fait l'honneur de tripler les douaniers, les gendarmes et les mouchards à Saint-Malo. Cet imbécile hérisse les baïonnettes contre le débarquement d'un livre. L'île était un parc d'un vert vif, semé de maisons proprettes avec la mer en bas. Tout de suite, la famille se divisa sur le choix d'un logement. Hugo tenait à être au bord de la mer. Sa fille voulait rester près de la ville, Saint-Hélier. Charles souhaitait vivre sur une hauteur, dans un endroit sauvage. Le pater familias l'emporta et loua sur la mer une maison très isolée, Marine Terrasse, lourd cube blanc à angle droit, dira-t-il plus tard, qui avait la forme d'un tombeau. Rien de funèbre pourtant. Juliette Drouet, arrivée avec un autre paquebot, les convenances et Adèle l'exigeaient, vécut d'abord à l'auberge, puis trouva un petit appartement dans un cottage qui portait le nom pompeux de Nelson Hall. Juliette Drouet écrit à Victor Hugo « Nous verrons si la vue de l'océan vous inspirera mieux que la grande place de Bruxelles et si mon cottage sera plus fêté que la chambre du passage Saint-Hubert. » Victor Hugo écrit au colonel Charras « Rien n'est plus doux que votre voix mâle et forte qui me crie courage dans la fumée de mon combat. Cela me rappelle le bon temps où vous étiez assis à l'Assemblée derrière moi. Je me rappelle souvent nos 12 heures de Bruxelles. Douces, même dans l'exil, à cause de l'amitié. Nos soirées, nos rêves en commun, nos causeries, c'était encore la France. Hélas, je n'en ai plus. Je vis dans un champ, séparé de la ville par la pluie et les brouillards, face à face avec la mer qui gronde et avec Dieu qui sourit. Ça suffit du reste. Je crois qu'il faudrait dire aussi que tout de suite, dans cet exil, Hugo va être l'endurci, l'enraciné. Tout de suite, il va être le « et s'il n'en reste qu'un ». Et je crois qu'il faudrait dire un mot de son entêtement solennel, cet entêtement d'ailleurs que Hugo a prêté à l'un des personnages des romans écrits pendant l'exil, à son personnage de Mess Lethierry, des travailleurs de la mer. Il avait, écrit Hugo, une façon à lui de prendre un engagement. Il disait « J'en donne ma parole d'honneur au bon Dieu ». Cela dit, il allait jusqu'au bout, il croyait au bon Dieu, pas au reste. Ce qu'il disait était dit, ce qu'il projetait était fait. Eh bien, ce que Hugo a dit au sujet de son exil était dit, et tout de suite, il a donné sa parole de relancer l'énergie des proscrits. Et je crois qu'il faudrait maintenant parler de Hugo, âme de la résistance au Second Empire. Oui, Hugo faisait de son mieux pour maintenir l'unité des proscrits.
Il discourait sur les tombes, ravitaillait les pauvres, organisait une caisse commune. Le 2 décembre 1852, le gouvernement français autorisa le retour sans représailles de tous ceux qui s'engageraient à ne rien faire contre l'élu du pays. Quelques-uns faiblirent. Ils partent, écrivait Hugo, après avoir signé qu'ils ont été égarés par des conseils perfides. Je leur pardonne et je les plains. George Sand pressait son ami Hetzel de rentrer. Pour ceux qui croient s'humilier en faisant la moindre démarche, ils peuvent avoir beaucoup de mérite à avaler cette couleuvre pour l'amour de leur famille et de leurs devoirs particuliers. Mais les Hugo demeurèrent tous irréconciliables. Charles Hugo, étant allé secrètement à Caen pour acheter du matériel photographique, reçut la visite d'un commissaire de police qui fouilla ses bagages. À Jersey même, et parmi les exilés, il y avait des agents de Monsieur Bonaparte. Les espions pullulent sur toute dissidence. Je crois d'ailleurs qu'il faut dire ici que dans la préface des Actes et Paroles, dont Jean Topard lira tout à l'heure un extrait, Hugo a parlé des espions. « Attendez-vous à tout, vous qui êtes proscrits », disait-il. Eh bien, il s'attendait à tout, en effet, mais peut-être pas au succès des livres qu'il publie désormais, et en particulier du premier livre publié en France, Les Contemplations, qui sortent en avril 1856. Le succès des Contemplations, succès inattendu car on ne savait pas quel accueil la France du Second Empire ferait aux poètes absents et rebelles, fut prodigieux. Et la première édition épuisée aussitôt que parue. Non point succès de critique. Lamartine demeura muet, Sainte-Beuve s'abstint. Gustave Planche se montra très réservé, la presse bonapartiste féroce, mais succès de public passa toute espérance. Tous ceux qui aimaient la poésie trouvaient là quelques-uns des plus beaux vers de la langue française. Hugo avait voulu construire ce recueil de poèmes épars. Avec un souci très juste de symétrie, il l'avait divisé en deux parties, 1831-1843 et 1843-1856, autrefois et aujourd'hui. La mort de sa fille marquait la frontière, et le livre devait passer d'un autrefois tendre et bleu à un aujourd'hui lugubre et noir. Pour produire cet effet, il avait dû antidater des vers écrits à Jersey, car rien ne serait plus faux que de l'imaginer dans l'exil, toujours sombre et tendu. En fait, il avait eu besoin pour supporter les rêveries apocalyptiques de moments de sensualité, d'évocation de souvenirs heureux, de détente. Il rejeta délibérément dans la première partie ces images d'éclaircies, ces coins de ciel bleu dans la tempête. La vie n'est pas une œuvre d'art. Le recueil était riche et varié. Il y avait de ravissantes idylles, les unes enfantines, lises, chansons, les autres plus sensuelles. Elle était déchaussée, elle était décoiffée. Beaucoup de vers pour Juliette, vient une flûte invisible. Des trumeaux, la fête chez Thérèse, de la satire à la Boileau, réponse à un acte d'accusation à propos d'Horace, puis les vers sublimes écrits pour l'ombre de Léopoldine, à Villequier, Demain dès l'aube, des poèmes sur la misère et la pitié, Mélancolia, et enfin des poèmes philosophiques qui retraçaient l'itinéraire spirituel du somnambule de la mer et dessinaient une préfiguration des grands poèmes philosophiques encore secrets, ce que dit la bouche d'ombre, les mages. Cette dernière partie métaphysique ennuya et irrita les critiques de l'Empire à la fois orthodoxes et frivoles. On en sourit. Il n'y a plus, disait Victor Hugo à Dieu, que toi et moi au monde, et tu te fais bien vieux. Je crois qu'on peut ajouter d'ailleurs qu'à ces critiques, Hugo répondra. Il y répondra en écrivant ces lignes, voir le sommeil du juste banni, déplaît aux ramasseurs de miettes sous les tables de Néron ou de Tibère. Comment il dort, il est donc heureux, mordons-le. Mais, entre-temps, en 1855, le 27 octobre, les autorités de Jersey ont signifié à Hugo qu'il était expulsé. Le 31 octobre, il va en effet quitter Jersey pour Guernesey. Là, avec l'argent des Contemplations, avec ses droits d'auteur, 20 000 francs de droits, il achète Hauteville House. Devenu propriétaire, il ne pourra plus être expulsé.
Vous avez décrit dans Olympio, André Mauroy, cette maison d'un oiseau. Cette maison où pendant 14 ans, la vie va continuer avec sa monotonie. Eh bien, pourriez-vous nous décrire encore une fois cet univers où Hugo a travaillé sans relâche, car la vie de toute sa famille et celle de Juliette Drouet et celle des caisses de proscrits qu'il alimentait dépendaient de sa plume et du travail de son cerveau. Hauteville House, c'était un grand bâtiment très anglais. 14 fenêtres de façade, à guillotine naturellement. Au premier habitaient les femmes, au second le poète et ses fils. Au troisième, Hugo s'était fait bâtir un lookout, un belvédère qui dominait la mer, et d'où, par temps clair, on voyait la côte française. Ce prodigieux ébéniste avait fait sa demeure et son mobilier à son image. On avait l'impression, dans les corridors sombres, d'errer dans une gravure de Rembrandt. Tout apparaissait symbole ou souvenir. Dans la salle à manger, pleine de tapisseries, de faïences anciennes, de sculptures gothiques, un vieux fauteuil saxon du temps de Dagobert, aux bras réunis par une chaîne, était le fauteuil des ancêtres. Il portait la devise « Absinthes adsont », les absents sont présents, avec les noms de Georges Hugo, ancêtre hypothétique, et de Joseph Léopold Sigisbert, 1828, le général Hugo. C'était là comme l'accomplissement d'un rite et un geste de respect envers les fantômes. Une galerie de portraits contenait celui de Léopoldine par Boulanger et de nombreux dessins de Victor Hugo. Partout des devises latines, aider, I, ora, mange, marche, prie, ama et crede, aime et croix. Sur une tête de mort en ivoire, nox, morse, luxe. L'ameublement où se mêlaient le Moyen-Âge et l'Extrême-Orient venait pour une part des meubles sauvés de Paris, pour une autre des brocanteurs de Guernsey, chez lesquels Juliette, son petit homme, et Charles avaient fourragé avec bonheur et fait la chasse au coffre. Pour une autre, enfin, du travail de Victor Hugo et des artisans qui l'avaient guidé. Autre devise en français, la vie est un exil, levé à 6, couché à 10, fait vivre l'homme 10 fois 10. Il avait la menuiserie sentencieuse. Dans le salon rouge, un vaste baldaquin de bois sculpté, travail vénitien, offrait une draperie monumentale portée par 6 esclaves africains en bois peint, grands comme nature. Ajoutez les cristaux de roche, les verreries de Murano, les écrans brodés d'or, les devises, les symboles, un clinquant grandiose, romantique comme Hugo lui-même ne l'était plus, oriental comme l'Orient ne l'avait jamais été, magnifique, absurde, et où le moindre objet portait le sceau du maître. Le lookout, où il travaillait au sommet de la maison et de l'île, avait pour plafond et murailles des glaces sans teint. Cette cellule transparente ressemblait à une serre ou un atelier de photographie. Elle ouvrait sur le ciel et sur l'immensité. Hugo y écrivait debout sur une petite tablette, devant un miroir décoré par lui d'une fleur aux pétales étranges. Il dormait dans l'une des 2 chambrettes attenantes à son atelier, dans un lit étroit dont le traversin était un cylindre de bois. Une servante couchée dans la chambre voisine, et Bose n'était pas toujours endormie. Fanny, Julia, Constance, la belle Eva, Marianne, Rosalie, Célina. Les carnets intimes sont pleins de notes en espagnol et en latin sur ces jeunes chambrières, Visto et Tomado Giulia. Souvent des vers lui venaient à l'esprit dans son sommeil. À demi réveillé, il les notait, et le lendemain matin engrangeait la moisson nocturne. Il se levait à l'aube, réveillé par le canon du fort voisin, travaillait jusqu'à 11 heures brûlé par le soleil, se mettait nu, s'inondait d'eau glacée, puis se frottait au grand crin. Les passants, qui connaissaient les étranges mœurs du grand homme, guettaient cette apparition. À midi, l'on déjeunait, Charles et son père discutaient, Madame Victor Hugo admirait le génie des hommes, puis chacun allait de son côté. Madame Hugo écrit à Jules Janin, « Mon mari marche », Toto s'habille, c'est le citadin, Adèle fait son piano ou étudie l'anglais, Charles se couche sur un mauvais canapé de cuir et rêve en fumant. Moi, j'embrasse ses grands-enfants et tâche que le dîner ne soit pas trop mauvais. Auguste s'enferme chez lui pour travailler. Oui, car depuis l'exil, Auguste Vacry vivait au foyer des Hugo, à l'ombre de la seule femme qu'il eût jamais aimée.
Madame Victor Hugo, son aîné de 13 ans, lui ayant inspiré dès l'adolescence une passion platonique, sans espoir, et qui avait pris la forme d'un dévouement inouï. Les 1000 passus, les 1000 pas après le déjeuner, demeuraient réservés à Juliette. On lui avait trouvé une charmante petite villa, la Fallu, si proche de Hauteville House qu'elle pouvait voir son demi-dieu faire sa toilette sur la terrasse. Chaque matin, elle guettait le petit lever pour repaître ses regards de ce corps tant aimé. Hugo lui montrait de loin le gribouillis qu'il venait de trouver à sa porte avec 2 œufs durs et embrassait la lettre. Puis, il se dépouillait de ses vêtements de nuit rouges, prenait sa douche et disparaissait dans son belvédère pour s'y mettre au travail. Après le déjeuner, il venait chercher Juliette. Le plus souvent, elle recevait l'ordre de marcher à côté de lui en silence, ce dont elle se plaignait. « Tâche de ne pas être trop envahie par l'inspiration, lui disait-elle, afin que je puisse un peu t'approcher et te parler chemin faisant. » Elle avait tant de choses à dire. Reproches au sujet des coquetteries avec les bonnes, réflexions douloureuses sur son exclusion d'Hauteville House qui la rendait suspecte au Guernesey, demandes de dessin pour orner les murs de la Fallu. M'en faut aussi à moi des pendus, des châteaux, des clairs de lune, des coups de soleil et des effets de brouillard. Elle fut comblée de merveilles et heureuse jusqu'à la moelle des os. Victor, l'ayant emmenée en promenade nocturne, lui montra le croissant de lune et l'étoile du soir. « Voici le navire des âmes avec sa chaloupe, lui dit-il. » Après ce dialogue avec André Mauroy, il faut ajouter que si Hugo n'a jamais eu envie de quitter son île et finit par gagner à Guernesey même la gloire locale, comme l'écrit André Mauroy, la plus lente à venir, autour de lui, c'est le va-et-vient. Madame Hugo a vécu surtout à Paris à partir de 1865, les enfants à Bruxelles où toute la famille se réunissait en été, puis ce sera le retour, le lendemain de Sedan, le 5 septembre 1870, où André Mauroy nous montre Hugo demandant à Bruxelles, d'une voix tremblante d'émotion, un billet pour Paris. Après l'exil, après l'année terrible, après ses déceptions politiques, le Hugo parisien du 21 de la rue de Clichy restera encore le vieux rôdeur sauvage de la mer. Juliette Drouet, elle-même, en proie aux humeurs sombres, rêve du bon, du beau Guernesey, où le monstre bien-aimé, le monstre qui pense de plus en plus que la victoire aimante est la seule victoire, le monstre échappera au sortilège de Sarah Bernard ou à la léthargique femme sphinx Judith Gautier. 22 ans, il en avait 70. Dans Tas de pierres, pour le plaisir, il avait défendu là encore la liberté. Ma vie privée, disait-il, est précisément mon honneur. Je suis dans ce siècle et je resterai jusqu'à ma mort le protestant de la liberté d'aimer. Quel Dieu je crois, quelle femme j'aime, nul n'a le droit de s'en informer. L'adultère est identique à ce que les aveugles d'autrefois appelaient hérésie. L'hérésie, l'adultère, 2 délits imaginaires, 2 révoltes légitimes. 7 août 1872. Hugo repart donc pour Guernesey pour y écrire 93. Puis il y retourne au printemps et à l'été 1875, au moment où paraissent Actes et Paroles. Il a rassemblé dans Actes et Paroles tous ces textes politiques écrits pendant l'exil et depuis l'exil. Pour ce recueil, il a écrit une admirable préface, Ce que c'est que l'exil. Préface où il essaie d'exprimer l'état d'esprit du proscrit. Au proscrit, on a tout donné en lui retirant tout. Plus de gêne, ni académique, ni parlementaire, l'aisance du vrai. À l'injustice de la destinée riposte superbement la justice de la cause, la nudité du droit.
et la force d'une nature indomptable. Aussi, l'exilé n'a pas à se plaindre. Il a travaillé, il a reconstitué sa vie pour lui et pour les siens, tout est bien. Jean Topard lit quelques fragments de cette préface. Un rêveur qui se promène seul sur une grève, un désert autour d'un songeur, une tête vieillie et tranquille autour de laquelle tournoient des oiseaux de tempête étonnés, l'assiduité d'un philosophe au lever rassurant du matin, Dieu pris à témoin de temps en temps en présence des rochers et des arbres, un roseau qui non seulement pense mais médite, des cheveux qui de noir deviennent gris et de gris deviennent blancs dans la solitude. Un homme qui se sent de plus en plus devenir une ombre. Le long passage des années sur celui qui est absent mais qui n'est pas mort. La gravité de ce déshérité. La nostalgie de cet innocent. Rien de plus redoutable aux malfaiteurs couronnés. Quoi que fassent les tout-puissants momentanés, l'éternel fond leur résiste. Ils n'ont que la surface de la certitude. Le dessous appartient aux penseurs. De là l'immortelle espérance. Vous exilez un homme, soit, et après. Vous pouvez arracher un arbre de ses racines, vous n'arracherez pas le jour du ciel. Demain, l'aurore. L'exil n'est pas une chose matérielle, c'est une chose morale. Tous les coins de terre se valent. Angulus ridette. Tout lieu de rêverie est bon pourvu que le coin soit obscur et que l'horizon soit vaste. En particulier, l'archipel de la Manche est attrayant. Il n'a pas de peine à ressembler à la patrie, étant la France. Jersey et Guernesey sont des morceaux de la Gaule cassés au 8e siècle par la mer. Jersey a eu plus de coquetterie que Guernesey. Elle y a gagné d'être plus jolie et moins belle. À Jersey, la forêt s'est faite jardin, à Guernesey, le rocher est resté colosse. Plus de grâce ici, plus de majesté là. À Jersey, on est en Normandie, à Guernesey, on est en Bretagne. Attendez-vous à tout, vous qui êtes proscrits. N'écrivez pas à vos amis de France. Il est permis d'ouvrir vos lettres. La Cour de cassation y consent. Défiez-vous de vos relations de proscrits. Elles aboutissent à des choses obscures. Cet homme qui vous sourit à Jersey vous déchire à Paris. Celui-ci qui vous salue sous son nom vous insulte sous un pseudonyme. Celui-là, à Jersey même, écrit contre les hommes de l'exil des pages dignes d'être offertes aux hommes de l'Empire et auxquelles, du reste, il rend justice en les dédiant aux banquiers péraires. Tout cela est tout simple, sachez-le. Vous êtes au lazaret. Si quelqu'un d'honnête vient vous voir, malheur à lui. La frontière l'attend et l'empereur est là sous sa forme gendarme. On mettra des femmes nues pour chercher sur elles un livre de vous. Et si elles résistent, si elles s'indignent, on leur dira « ce n'est pas pour votre peau ». Le maître, qui est le traître, vous entoure de qui bon lui semble. Le proscripteur dispose de la qualité de proscrit. Il en orne ses agents. Aucune sécurité. Prenez garde à vous. Vous parlez à un visage, c'est un masque qui entend. Votre exil est hanté par ce spectre, l'espion. Ce que le proscrit a de mieux à faire, c'est de penser à autre chose. Puisqu'il est au bord de la mer, qu'il en profite. Que cette mobilité sous l'infini lui donne la sagesse. Qu'il médite sur l'émeute éternelle des flots contre le rivage et des impostures contre la vérité. Les diatribes sont vainement convulsives. Qu'il regarde la vague cracher sur le rocher et qu'il se demande ce que cette salive y gagne et ce que ce granit y perd. Non, pas de révolte contre l'injure, pas de dépense d'émotion, pas de représailles. Ayez une tranquillité sévère. La roche ruisselle mais ne bouge pas. Parfois elle brille du ruissellement. La calomnie finit par être un lustre. Songez, pensez, souffrir. Être seul et sentir qu'on est avec tous. Exécrer le succès du mal mais plaindre le bonheur du méchant. S'affermir comme citoyen et se purifier comme philosophe. Être pauvre et réparer sa ruine avec son travail. Méditer et préméditer, méditer le bien et préméditer le mieux. N'avoir d'autre colère que la colère publique. Ignorer la haine personnelle.
respirer ce vaste air vivant des solitudes, s'absorber dans la grande rêverie absolue, regarder ce qui est en haut sans perdre de vue ce qui est en bas, ne jamais pousser la contemplation de l'idéal jusqu'à l'oubli du tyran, constater en soi le magnifique mélange de l'indignation qui s'accroît et de l'apaisement qui augmente. Avoir deux âmes, son âme et la patrie. Résumons-nous. Ce genre d'existence, l'exil, a, on le voit, une certaine variété d'aspects. C'est de cette vie, agitée si l'on regarde la destinée, tranquille si l'on regarde l'âme, qu'a vécu de 1851 à 1870, du 2 décembre au 4 septembre, l'absent qui rend aujourd'hui compte à son pays de son absence par la publication de ce livre. Cette absence a duré 18 ans et 9 mois. Qu'a-t-il fait pendant ces longues années? Il a essayé de ne pas être inutile. La seule belle chose de cette absence, c'est que lui, misérable, les misères sont venues le trouver. Les naufrages ont demandé secours à ce naufragé. Non seulement les individus, mais les peuples. Non seulement les peuples, mais les consciences. Non seulement les consciences, mais les vérités. Il lui a été donné de tendre la main du haut de son écueil à l'idéal tombé dans le gouffre. Il lui semblait par moments que l'avenir en détresse tâchait d'aborder à son rocher. Qu'était-il pourtant? Peu de choses. Un effort vivant. En présence de toutes les mauvaises forces conjurées et triomphantes, qu'est-ce qu'une volonté? Rien si elle représente l'égoïsme, tout si elle représente le droit. Hors la loi, dans le droit. Le tyran qui vous attaque rencontre pour premier adversaire sa propre iniquité, c'est-à-dire lui-même, et pour deuxième adversaire votre conscience, c'est-à-dire Dieu. Combat certes inégal, défaite certaine du tyran. Allez devant vous, justicier. L'exil, c'est la nudité du droit. Travailler au peuple, écrit Victor Hugo dans William Shakespeare, ceci est la grande urgence. Et plus loin, il écrit ces lignes, la littérature secrète de la civilisation, la poésie secrète de l'idéal. Eh bien, la grande œuvre lyrique, la grande œuvre civilisatrice de l'exil, c'est Les Misérables. Les Misérables, Francis Bouvet, Michel Butor et René Journet vont nous en parler. Dans la très belle édition de l'œuvre complète de Hugo en 4 volumes de près de 2000 pages qu'il a fait paraître chez l'éditeur Jean-Jacques Pauvert, Francis Bouvet a choisi pour la couverture des œuvres romanesques ces quelques lignes de Hugo que je cite. « J'ai fini ce matin 19 mai 1862 la révision des Misérables. Je m'étais remis au travail de la fin il y aura 1 an dans 3 jours, le 22 mai 1861. » Les Misérables occupent près de 500 pages de l'édition Pauvert. 500 pages et plus puisque Francis Bouvet a publié, outre le texte des Misérables, la préface philosophique au roman, une 30aine de pages étonnantes, où Hugo nous dit d'ailleurs au début que son livre est un livre prodigieux, où Hugo également médite sur la religion, sur la nature. Gautier disait déjà que les Misérables ne sont pas un produit humain, mais quelque chose de fabriqué par un élément.
Puis Hugo dit en conclusion de cette préface que la démocratie, comme la nature, est elle aussi la volonté de l'auteur suprême, car elle reflète dans les sociétés humaines la seule loi du monde, l'équilibre. Ayant ainsi remis en sa place la fraternité humaine dans la paternité divine, Hugo montre enfin que cette démocratie vit d'affirmation que le peuple veut croire, car croire, c'est pouvoir. Et là, Hugo indique clairement les deux directions de son roman. Il faut, dit-il, qu'une étude de la misère pour remplir son devoir aboutisse implicitement à deux choses, une sommation aux hommes, une supplication allant plus haut. Cette sommation aux hommes, lancée sous forme symbolique par l'ascension d'une âme sortie des bas-fonds, également par cette plaie de la misère que Hugo a voulu observer, critiquer et guérir. Il faut que la société, disait-il, regarde ces choses, puisque c'est elle qui les fait. Voilà donc ce qui a occupé Hugo l'acharné, pendant 30 ans. En effet, en 1845, Juliette Drouet recopie déjà, non pas Les Misérables, mais Les Misères, un roman social en 4 parties, histoire d'un saint, Monseigneur Bienvenu, histoire d'un forçat, Jean Tréjean deviendra évidemment Jean Valjean, histoire d'une femme, Fantine, histoire d'une poupée, Cosette. Tout était déjà solidement construit, dira Hugo en 1860, quand il reprend l'œuvre interrompue le 21 février 1848 pour cause de révolution. Francis Bouvet, j'ajoute, a publié ce texte des Misères, 250 pages environ, à la fin de son édition. Eh bien, pour cette tribune qui va porter avant tout sur l'idée de peuple dans Les Misérables et comment Hugo a vu cette rédemption du peuple à travers la rédemption d'une âme de Jean Valjean qui représente toute une collectivité, je crois que nous pourrions voir si le credo social de Hugo, qui est extrêmement simple d'ailleurs, s'exprime déjà dans Les Misères tel qu'il sera repris dans Les Misérables. René Journet. Je crois d'abord qu'il faut préciser un point, c'est que Les Misères n'existent pas comme œuvre indépendante. Les Misères, c'est le nom de ce qui existait des Misérables lorsque Hugo les a repris en 1860. Et en fait, il semble bien qu'en ce qui concerne le canevas et également la construction des principaux personnages, Hugo n'ait rien ajouté de très important. Le centre de tout, c'est ce Job sur son fumier social, dont le destin est symbolique à beaucoup d'égards. Au fond, il est presque symbolique de l'histoire de la création. Quelle est la faute initiale de Jean Valjean? C'est pas une faute personnelle. S'il a volé un pain, c'est que la fatalité sociale l'y contraignait. Ce n'est pas cela sa faute. Sa faute, c'est de ne plus avoir cru en l'homme, de ne plus avoir cru en Dieu, d'avoir pas résisté à la pression de la fatalité sociale, et c'est cela qu'il rachètera. Mais tout s'enchaîne, c'est-à-dire qu'il manque de travail, manquant de travail, il est amené à voler un pain, donc d'abord une société qui est mal organisée, ensuite l'excès du châtiment qui tombe sur le malheureux pour une peccadille, en sorte, et je crois que Hugo le dit dans Les Misérables, ce malheureux ne connaît de la société que son aspect courroucé, qui est la justice, et puisque la société le punit excessivement pour une faute légère, c'est ensuite l'avenir qui est bouché, la providence qui est compromise, et en même temps qu'il accuse la société, il accuse la providence. Il y a une dialectique implicite chez ce malheureux qui fait qu'il ne peut pas sortir de ce cercle de malédiction. Moi, je crois que le destin de Jean Valjean est parallèle à celui de la création tout entière. C'est-à-dire que il y a une imperfection initiale qui est nécessaire, parce que l'homme n'est pas parfait. Il faut que la création se distingue du créateur. Et puis après, il y a une histoire de la créature, et pour qu'il y ait histoire, il faut qu'elle s'écarte de la perfection, il faut donc qu'elle tombe. Et puis après, il faut qu'elle remonte. Vous ne croyez pas qu'il y a un certain rousseauisme quand même chez Hugo qui pense que la société, dans une certaine mesure, a été compromise par une mauvaise organisation et que c'est en jugeant la société que l'homme ensuite juge la providence qui a fait la société. C'est pas d'abord la providence qui est jugée. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a le mal social, mais le mal social n'est qu'une forme du mal. Alors,
là, au fond, c'est presque leibnizien, dans une certaine mesure. L'existence d'une création et d'une création distincte de Dieu, et le fait que cette création a une histoire implique l'imperfection, et le fait qu'elle a une histoire implique qu'elle va d'abord descendre, et puis qu'ensuite elle remontera. Et alors, d'autre part, au fond, il y a un thème moral, à savoir que le devoir est une fatalité qui s'impose à nous d'une manière irrésistible, c'est une fatalité qui s'oppose à la fatalité sociale, en dehors de nos raisonnements, en dehors de nos calculs. Chaque fois que Jean Valjean réfléchit, calcule, il se dit, ben non, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas me dénoncer pour empêcher Champmathieu d'être condamné, ou bien je ne vais pas sauver Marius, non, c'est trop. Et puis, en fin de compte, il y a quelque chose d'irrésistible, d'irraisonné qui le pousse, et il s'aperçoit qu'il est sur le chemin de son devoir, alors que sa raison, précisément, le menait de l'autre côté. Et d'autre part, pour que son destin moral s'accomplisse, il faut qu'il sorte de la société, enfin, il y a une espèce de renoncement à la société, et par conséquent... Même qu'il sorte de lui-même, puisque on assiste à une conversion, c'est évidemment le personnage de l'évêque qui l'a transfiguré par l'exemple qu'il lui donne, qui l'incite à dire « je suis un misérable ». À partir de ce moment-là, il considère son propre corps, sa propre âme comme une sorte de défroque, et on voit une transmutation de Jean Tréjean et ensuite de Jean Valjean, qui s'identifie à l'évêque qui l'a racheté. Oui, là, c'est un petit peu, il me semble, parallèle à saint Paul sur le chemin de Damas. Lorsqu'il a volé la pièce à Petit Gervais, tout d'un coup, il y a la lumière qui se fait, la scène est tout à fait irréelle, l'évêque ayant été le médiateur. Mais on s'aperçoit qu'il va de sacrifice en sacrifice jusqu'à une espèce de gratuité du sacrifice, il me semble. Après le mariage de Cosette, il se dénonce à Marius comme un ancien forçat. Il semble que, si on calcule, si on raisonne, il n'a pas de raison, sauf d'aller plus loin dans le dépouillement, dans le fait de renoncer à tout pour s'accomplir. Mais il faut que la transmutation qu'il s'est imposée à lui-même et qu'il l'a rachetée, il la répète constamment. Il la répétera aussi quand il ne voudra pas qu'un innocent soit condamné à sa place et qu'il ira se dénoncer comme ancien forçat alors qu'il peut rester chez lui. Là, c'est encore compréhensible, mais rien ne l'obligeait à dire, après le mariage de Cosette, qu'il était un ancien forçat. Javert est mort, tout le monde a perdu sa trace, alors il pourrait vivre. Enfin, vivre, ça n'a pas de sens. D'une certaine manière aussi, ce roman est une aspiration à la mort comme accomplissement, c'est bien. Maintenant, ce qui est assez curieux dans cette mort, c'est qu'on retrouve tous les éléments bénéfique, tout ce qui l'a transfiguré. On retrouve les chandeliers de l'évêque, par exemple, mais on ne trouve pas les éléments maléfiques de sa vie. Enfin, il semble que dans sa mort, au moment de sa mort, avant de mourir, il recueille ce qu'il y a eu de plus pur dans son sillage. Donc la mort serait une rédemption presque accomplie. Ah ben la mort, c'est l'avènement du vrai, comme Hugo a dit sur la tombe de Frédéric Soulier, je crois. Et au fond, les gens de la barricade vont surtout à la mort. Enfin, on a l'impression que ils vont s'accomplir en mourant, n'est-ce pas? À ce point de vue-là, évidemment, on est assez loin du roman social au sens ordinaire du mot. C'est-à-dire que pour Hugo, c'est par la réalité qu'on peut vivre, mais en même temps, c'est par l'idéal qu'on existe, et il est évident qu'on prouve son idéal en mourant pour lui, et mourir pour cet idéal, c'est exister intensément. Maintenant, je crois que Michel Butor pourrait nous dire, comme romancier, ce qui l'intéresse dans Les Misérables, et si il est d'accord avec cette idée d'un roman qui est une sorte de poème de la conscience humaine à propos d'un seul homme, avec évidemment toutes sortes d'épisodes et de personnages qui tournent autour de lui. On ne peut pas dire que Les Misérables, ce soit le roman d'un seul homme. Jean Valjean n'est là que comme figure de quelque chose qui est beaucoup plus vaste que lui. Jean Valjean est une des figures, c'est un des Misérables. C'est d'ailleurs bien pour ça que le roman a ce titre-là. C'est un parmi les Misérables, mais il y en a bien d'autres. Il apparaît comme une figure qui est particulièrement claire parce qu'il va jusqu'à une mort particulièrement claire. C'est une figure sainte, si on peut dire, que Jean Valjean. Ce que Hugo fait dans Les Misérables, c'est une description de la misère de son temps dans son ensemble. Cette misère de son temps, naturellement, elle s'inscrit à l'intérieur d'une histoire générale de la misère qu'on pourrait trouver, par exemple, dans La Légende des siècles ou dans bien d'autres livres. Mais les personnages de Hugo, et c'est pourquoi d'ailleurs ce ne sont pas du tout des personnages au même titre que les personnages de Stendhal, par exemple, ils n'ont pas du tout la même structure psychologique, on pourrait presque dire qu'ils n'ont pas de psychologie individuelle, ce sont des acteurs
Ce sont des personnae au sens antique, n'est-ce pas? Ce sont des masques de quelque chose. Et c'est ce qui est devenu de plus en plus clair dans le livre. Lorsqu'on en est encore au stade des misères, on voit en effet un roman avec un certain nombre de personnages. Et qu'est-ce qui grandit de plus en plus? Eh bien, c'est ce qui est entre les aventures des personnages. C'est-à-dire, c'est toute cette réflexion sur ce qui a donné origine à tel ou tel geste de tel personnage. C'est tout le fond sur lequel le geste de Jean Valjean, par exemple, ou de Javert, d'un autre côté, le geste est apparu, le geste prend son sens. Et pour moi, les passages les plus extraordinaires des Misérables sont ces grandes digressions dans lesquelles il analyse, en quelque sorte, l'impersonnel de la société. Par exemple, le grand passage sur les couvents, le grand passage sur l'argot, naturellement, et le grand passage sur les prisons, dont toute une partie a été supprimée lors de l'édition au XIXe siècle et qu'on ne connaît que depuis quelques années. Francis Bouvet. Il est intéressant de noter que ces longues digressions sont surtout le fruit de l'exil, parce qu'elles n'existent pas dans les misères. Et justement, ce qui est intéressant dans la comparaison entre les deux textes, c'est de voir l'apport de Hugo, qui est l'apport de l'exil. Il est intéressant de noter que Hugo était extrêmement précieux et soigneux de son travail, et notamment il y a dans la correspondance des lettres qu'il envoyait à ses amis de Paris où il leur demandait de lui repréciser si les noms des rues n'avaient pas changé, ce qui était évidemment capital pour le travail. Tout ce travail de l'exil, on peut considérer que c'est quand même le résultat d'un certain nombre de choses. Lorsque Hugo a commencé la première rédaction, le sujet le passionnait considérablement. On a le récit de ses visites dans les caves de Lille, enfin. Maintenant, ne peut-on pas dire que toute l'œuvre de Hugo, tous les romans de Hugo, comportent comme toile de fond cette impersonnalité, ce qu'il appelait la namqué, la fatalité. Il y a la fatalité du dogme dans Notre-Dame de Paris, il y a la fatalité de la nature dans Les Travailleurs de la mer, et la fatalité de l'histoire dans L'Homme qui rit. Alors dans Les Misérables, il y a la fatalité de la société. Maintenant, je me demande si cette fatalité, Michel Butor nous disait tout à l'heure qu'il l'aimait beaucoup parce qu'elle était impassible et qu'elle prenait les personnages dans des sortes de remous, enfin qui les concernaient un peu extérieurement. La plus belle scène d'ailleurs peut-être est cette apparition de la voiture des forçats à la barrière de Sèvres au moment où ils partent pour le bagne de Toulon et quand Jean Valjean les revoit. Mais je me demande si, en prenant Les Misérables, on a sur la société du milieu du XIXe siècle des indications extrêmement précises. N'y a-t-il pas des romans qui nous en disent beaucoup plus, René Journet? Très certainement, et des romans très inférieurs en qualité. Par exemple, Les Mystères de Paris. D'abord, le genre de la digression abstraite n'était pas du tout particulier à Hugo, et même dans des romans très médiocres. Je me rappelle un roman qui s'appelle Les Nouveaux Mystères de Paris, 1842, signé de Vidocq, mais qui n'est pas de lui. Bon, c'est des histoires de forçats libérés aussi. À un certain moment, tout s'arrête et il y a une digression où on explique la condition du forçat libéré qui est soumis au passeport jaune, c'est-à-dire le problème de Jean Valjean. Ça, c'est 1842. Et on pourrait dire d'un point de vue très superficiel que Eugène Sue apporte beaucoup plus de renseignements sur les problèmes de la misère que Victor Hugo, parce que je ne crois pas que Victor Hugo ait voulu faire une œuvre documentaire. Oui, pour la simple raison d'ailleurs qu'il pense que la rédemption ne peut pas être une rédemption simplement sociale, c'est avant tout une rédemption morale. Il faut que des êtres qui ont été abrutis par la misère réapprennent la conscience, réapprennent la raison, réapprennent la vérité, la justice, etc. Et tout cela, il le découvre à partir d'événements psychologiques beaucoup plus qu'à partir de revendications sociales. Ah, puis il y a toute une construction romanesque, enfin il y a certainement des exigences esthétiques et poétiques, enfin qui font que Hugo délibérément a écarté le document. Enfin par exemple, il y a dans Eugène Sue des choses sur la condition des filles, sur le travail dans les fabriques, sur les conditions d'habitat. Enfin il y a des sortes d'enquêtes auxquelles d'ailleurs participaient les lecteurs. Ils recevaient beaucoup de lettres et il insérait tout ça dans la suite du roman. Il est évident qu'il n'y a rien de ça, et il n'a pas voulu faire ça.
Mais... Non, il y a une information personnelle quand même, puisque l'épisode de Fantine qui reçoit de la neige dans le dos, c'est une expérience qu'il a rencontrée dans une rue de Paris, il nous le raconte dans Les Choses Vues. De même, cet homme qui est traîné en prison pour avoir volé un pain, également il y a une scène dans Les Choses Vues où on voit un homme entre deux gendarmes rencontrant une calèche extrêmement luxueuse, et la confrontation des deux classes est quelque chose qui inquiète le Hugo père de France vers 1847. Ah ben, je ne veux pas dire du tout qu'il n'y ait aucune réalité, mais je veux dire que Hugo ne s'est pas donné pour but de faire une sorte de reportage détaillé qui poserait les problèmes techniques de la misère. C'était, à mon sens, pas du tout son but. Mais il est certain que pour donner le relief de la vie à son roman, il s'est documenté, et il s'est peut-être même documenté avec une sorte d'intuition au hasard de ce qu'il trouvait. N'est-ce pas, parce qu'il avait une espèce d'aptitude à piquer au passage tout ce qui pouvait lui servir quand il était préoccupé d'un sujet, et à le piquer dans les endroits les plus extraordinaires, y compris dans les journaux, dans le Moniteur universel par exemple. Hugo commence toujours par une construction très arrêtée, très précise, et puis au fur et à mesure que l'œuvre se développe, eh bien on sent le souci d'en faire une totalité, et de rivaliser avec la totalité du réel, qui se procrée, mais à l'intérieur de lui, à mesure qu'il a vécu son sujet. Et à l'intérieur d'épisodes extrêmement précis, parce qu'il est quand même très curieux, c'est de voir l'importance du bagne. On revient au bagne quand Jean Valjean y retourne, on assiste à cette vie du bagne de Toulon. J'ai pas l'impression quand même, malgré les plaintes qui ont pu être déposées vers 1848-49 à l'Assemblée constituante, que le bagne de Toulon à l'époque obsédait les esprits. Or on voit Hugo y revenir, non seulement dans Les Misérables, mais dans ses notes, et même dans William Shakespeare, où il constate qu'au bagne de Toulon en 1862, sur 3010 condamnés, sur ces 3010 forçats, dit-il, 40 savent un peu plus que lire et écrire, 287 savent lire et écrire, 904 lisent mal et écrivent mal, 1779 ne savent ni lire ni écrire. Dans cette foule misérable, toutes les professions machinales sont représentées par des nombres décroissants à mesure qu'on monte vers les professions éclairées, et vous arrivez à ce résultat final: orfèvre et bijoutier au bagne 4, ecclésiastique 3, notaire 2, comédien 1, artiste, musicien 1, homme de lettres, pas un. Il a utilisé là les notes qu'il avait prises à sa visite du bagne, je pense. Ben, je ne suis pas tellement sûr, parce que ce qui est curieux, c'est que ce qu'il dit du bagne en 1839 quand il l'a vu, c'est pas tellement défavorable. Enfin, c'est bien sûr, c'est pas louangeur, mais il dit il y a une sorte d'ordre, hein, les hommes vivent, c'est pas absolument inhumain. Par ailleurs, évidemment, il était en relation avec un certain nombre de forçats. Il y en a un qui s'appelait Henri Journet et qui lui a écrit pendant une quinzaine d'années. Il en connaissait des forçats, il y a des gens qui lui écrivaient, depuis Claude Gueux. Et même, on peut se demander s'il n'y a pas une histoire de forçat auquel l'Académie française s'intéressait, qui aurait pu jouer un rôle dans le prix Monthyon. Jeunesse des Misérables. Il y a quelque chose qui me passionne chez Hugo, c'est, je dirais, son génie de la documentation. Et évidemment, à mesure qu'il trouvait ce bien, eh bien, cela changeait quelquefois ses intentions premières. Dans l'œuvre de Hugo, on peut suivre d'une façon très claire le processus suivant. L'œuvre le déborde continuellement. Quand il a travaillé sur Les Misérables, la documentation qu'il a cherchée et trouvée pour remplir son œuvre l'a amené à pousser son œuvre beaucoup plus loin, à lui donner un aspect beaucoup plus révolutionnaire qu'elle n'était évidemment à l'origine. Hugo a été constamment poussé en avant par ce qu'il découvrait. Vous avez le sentiment que Les Misérables sont très révolutionnaires, parce que finalement, quelle est la leçon du livre? Il faut apprendre aux gens à lire, non? L'ignorance, c'est le pain dont le peuple manque. Et finalement, nous retrouvons là-dedans le grand ministère de Guizot, le ministère de l'Instruction publique. Bien sûr. La conclusion des Misérables, c'est « il faut apprendre aux gens à lire ». C'était déjà certainement la conclusion des Misères et de bien des textes antérieurs à l'exil. Et autour de cela, il y a la façon dont Hugo, par exemple, juge les prisons. Eh bien, a évolué considérablement. Et la façon dont il juge la Révolution française, la façon dont il juge l'histoire de la France du XIXe siècle a considérablement évolué pour aller toujours de plus en plus vers la gauche.
Il me semble que pour Hugo, il y a en effet la grande coupure de 1793. 1793 a sonné la charge du 19e siècle et le 19e siècle a pris un autre pas. Oui, mais pour Hugo, de plus en plus, 1793, qui est une date très très importante, ne peut pas être considérée comme une coupure absolue. C'est une nécessité et les personnages qui ont joué un rôle à l'intérieur de cet événement ne sont pas des individus au sens habituel du mot, mais ils sont des concrétions en quelque sorte de l'événement. Il ira d'ailleurs, à la fin de sa vie, dans 93, jusqu'à déclarer, dans ce passage posthume étonnant sur Marat, que Marat n'est pas un individu, que Marat n'est pas responsable de ses propres gestes, que Marat est comme une stalactite, est une concrétion des puissances de l'événement tout autour de lui. Et on peut dire qu'on peut observer dans l'évolution des Misérables, l'évolution d'un roman qui est encore formé au stade des Misères par des actions d'individus, des aventures individuelles, un peu dans le style des Mystères de Paris ou de Splendeur et misère des courtisanes, pour arriver peu à peu avec les Misérables à une structure qui est profondément différente, où les personnages se révèlent véritablement n'être que des métaphores des ensembles d'événements qui les soutiennent. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce qui a grandi dans le texte, c'est l'étude de ces soubassements, c'est l'étude de ces arrière-fonds dont les personnages sont seulement la parole. Déjà, Jean Valjean est, comme Marat sera plus tard, Jean Valjean est la concrétion d'un certain nombre de puissances, disons d'un certain nombre de vagues. Mais on ne pourrait-on pas dire exactement le contraire, en partant par exemple de Notre-Dame de Paris, qui est le roman de la foule. Il me semble qu'à côté de Notre-Dame de Paris, avec la cour des miracles, avec les foules d'étudiants, Les Misérables, c'est au contraire un roman très singularisé, où tous ces êtres qui appartiennent au peuple ont quand même leur existence propre et entrent finalement dans une vie de père de famille, bien stable, bien précise. On peut suivre leur destinée, et leur destinée est heureuse dans la mesure où elle redevient banale, où ils prennent un bon visage de père de famille. Eh bien, dans Notre-Dame de Paris, il y a en effet des scènes de foule très nombreuses. C'est d'ailleurs à cet égard un roman très intéressant parce que la foule est un des thèmes majeurs du roman au XIXe siècle. Et dans Notre-Dame de Paris, on a un roman romantique par excellence avec cette opposition absolue entre quelques personnages sublimes et la foule qui, elle, est complètement anonyme. La seule médiation se trouvant dans Notre-Dame de Paris, dans les monuments. Dans Les Misérables, la foule est étudiée d'une façon qui est toute différente. C'est une foule qui est étudiée historiquement, dans ses courants, et Hugo est capable de distinguer dans cette mer un certain nombre de courants. Et c'est à la rencontre de ces courants que vont se produire des efflorescences, des vagues, etc., qui deviendront alors les personnages. Et Hugo va peu à peu d'ailleurs inventer des procédés narratifs lui permettant de saisir ces réseaux anonymes qui vont de temps en temps se singulariser en des nœuds, en des points focaux qui deviendront les personnages romanesques. Cette évolution, on peut la suivre, là encore, jusqu'à 93. C'est dans 93 que ces procédés narratifs prennent leur plus grand développement. Alors que faites-vous des portraits? Parce que finalement, Les Misérables sont une collection de portraits. Il y a d'abord le portrait de l'évêque, ensuite il y a le portrait de Jean Valjean, puis après il y aura le portrait de Fantine, le portrait de Marius, et même le portrait de Louis-Philippe, qui ressemble à un portrait du cardinal de Rais ou de Saint-Simon. Bien sûr qu'il y a des portraits. Alors les personnages, on a l'impression au contraire qu'ils sont en majesté devant nous avant même qu'on les voit agir, puisque Marius est décrit de pied en cap avant qu'il commence à entrer dans l'action. Il n'est pas tellement décrit, Marius. Mais il est décrit dans son évolution, qui mime un peu celle de Hugo. Les personnages, oui, bien sûr, les personnages sont décrits. Avant de les faire agir, Hugo nous présente comme des photographies de ces personnages, ou comme des tableaux de ces personnages. Et ce caractère de tableau
eh bien, il l'a poussé très loin. Dans Les Misérables, les différents personnages sont comme les figures d'un jeu de cartes. Ce sont comme des espèces d'images d'Épinal ou comme des masques et des costumes de théâtre. Et ces masques sont remplis, si vous voulez, par un sang ou par une lymphe qui communique avec tout le fond. Ces masques sont littéralement la bouche par laquelle des régions, dirais-je, qui ne pouvaient pas parler auparavant, se mettent à prendre la parole. Ça, je crois que ce que vient de nous dire Michel Butor, sur un plan strictement formel, est profondément vrai si on applique cela en plus aux idées que Hugo a voulu exprimer par ses personnages, car finalement, Les Misérables, c'est le monde démocratique qui cherche à s'exprimer, par ceux qui sont les plus doués pour l'exprimer, par ceux également qui ont le mieux vécu et le plus vécu, et vécu dramatiquement pour exprimer les errements, les malheurs, les misères de la foule. Mais aussi, il faut éviter dans ce monde démocratique la surcharge et les portraits, ces personnages qui brusquement nous sautent aux yeux, c'est un moyen pour Hugo d'éviter cette foule anonyme, plutôt de transformer, comme il le dit dans un passage des Misérables, transformer cette foule en peuple. Et il me semble que c'est peut-être là l'intention fondamentale de Hugo dans ce roman qui, nous l'avons vu, raconte finalement toute l'histoire de la France du XIXe siècle. Non seulement son histoire, mais également son idéal. Pour revenir à ce que disait Michel Butor tout à l'heure, je pense que l'évolution du roman aurait été semblable si il l'avait terminé en 1948. Il aurait été différent, mais il aurait évolué de la même façon. Il y a une façon de construire son œuvre à partir d'un certain nombre d'éléments simples, et puis ensuite d'étoffer, et surtout de mettre des grands plans généraux et indéterminés, c'est d'ailleurs la technique aussi de sa poésie, ou de son dessin, qui existe dans n'importe laquelle de ses œuvres. Alors, ces grandes digressions, il est probable que si le roman avait été publié en 49 ou 50, elles n'auraient pas été aussi nombreuses, parce qu'il n'aurait pas eu le temps de les étoffer. Mais les matériaux en existaient avant l'exil. D'ailleurs, il ne s'est pas documenté en exil. Il a emporté tout ça de Paris. Il y avait quelque chose pour le couvent. Il y avait des notes sur les étudiants. Il y avait des notes sur les goûts. Donc, naturellement, Hugo est débordé par sa création, mais je pense aussi que c'est une sorte de processus volontaire et qu'on observe d'ailleurs dans la plupart de ses œuvres. Et en ce qui concerne les portraits, évidemment, il y a aussi peut-être autre chose, c'est le souci de montrer que tout est admissible, en somme. Au fond, M. Gillenormand, il a le droit d'exister. Il est certain que toutes ces grandes digressions, qu'on ne peut même pas les appeler des digressions, puisque c'est presque la partie narrative qui est digression chez Hugo. Les grands développements sont véritablement les piliers de la construction de l'œuvre. Eh bien, il est certain que ces grands piliers, ils avaient leur origine très loin, mais ils se sont développés considérablement. Il est probable qu'il y ait dû y avoir des moments, comme d'ailleurs chez tout grand poète, où il était bien étonné et bien ennuyé de ce qui se développait sous sa plume, et surtout des proportions que cela prenait. Il y a un fait qui le prouve, c'est qu'il a traité Les Misérables en 8 volumes, et il en a fourni 2 de plus pour le même prix. Et il aurait pu en fournir encore un autre, n'est-ce pas, puisqu'il y a eu pas mal de coupures. Il y a une espèce de débordement du créateur par sa création, qui est aussi quelque chose, pour les contemplations, ça a été pareil, c'est très certain. Mais enfin, il y a aussi une façon de procéder, si vous voulez, je ne dis pas que ce soit absolument volontaire, mais qui est très uniforme, enfin, qui est toujours la même dans ce qu'il fait. Il avait certainement, malgré tous ces retournements, on peut dire qu'il y a dans la position politique de Hugo et dans bien d'autres un véritable retournement au cours de sa carrière, mais malgré ce retournement, il y a chez Hugo une extraordinaire suite dans les idées. Rien n'est arrivé dans son œuvre par caprice. Enfin là, il y a une suite dans les idées et certaines équivoques, parce que finalement, si on voit l'accueil qui a été fait au livre, on a des réactions comme celle de Lamartine qui pense que ce roman est un roman qui défend le socialisme égalitaire, puisque c'est un roman qui défend la promotion de tout individu, si humble soit-il, enfin même s'il est sorti des bas-fonds comme Jean Valjean. Et puis alors d'autres réactions qui voient dans ce livre un livre avec des personnages sublimes qui n'ont aucune espèce de consistance, aucune espèce de réalité. Mais il ne faut pas oublier non plus la réaction enthousiaste de Michelet, qui est particulièrement intéressante dans le sujet qui nous occupe, puisque pour Michelet aussi, il y a eu un problème social considérable,
Et il serait intéressant de voir l'évolution sociale de Michelet parallèlement à celle de Hugo. Mais évidemment, il y a certainement de grandes identités entre la pensée de Michelet et celle de Hugo, en ce sens que l'un et l'autre croient que le progrès technique n'apporte rien. Et ce qui est assez curieux, c'est que ces hommes qui ont constamment le mot de progrès à la bouche croient au progrès simplement parce que leur époque est en progrès, mais en progrès dans tous les domaines et surtout dans le domaine des idées. Oui, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que Hugo croit que le progrès technique n'apporte rien. Il était très fasciné par le... En tout cas, il n'en parle pas dans Les Misérables. Enfin, on n'a pas l'impression il n'en parle pas dans Les Misérables. La société puisse être transformée. Le plein ciel, la lettre à Nadar. Il était certainement très attentif. Avec une sorte de curiosité qui rappelle un peu celle du XVIIIe siècle pour les cabinets savants. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour les expériences truculentes et qui ne mènent pas à grand-chose. Je ne crois pas que tout cela se place sur le plan des grandes ventes, des grandes réalisations. Enfin, c'est quand même la sagesse de Hugo, c'est la sagesse du bonhomme Richard. Dans l'idée que se faisait Hugo de l'évolution du XIXe siècle, eh bien, l'industrialisation et le progrès technique jouent un rôle essentiel. Dans le passage où M. Madeleine améliore la production, eh bien, Hugo n'apporte pas des idées qui soient entièrement originales. Non. Ça, c'est évident. Mais, en tous les cas, cela avait beaucoup d'importance pour lui. Cette évolution des techniques, en fait, devait jouer un rôle décisif, non pas dans une libération absolue de l'homme, parce que là, il croyait qu'il y avait un progrès indéfini, mais il est certain qu'il pensait que ça pourrait jouer un rôle décisif à certains nœuds, à certains jalons de cette évolution. Il est certain que pour Hugo, l'action la plus véritable, c'est celle qui s'exprime par le livre. D'ailleurs, il l'a dit très bien dans un des passages posthumes de 93, où il dit que Danton, Robespierre et Marat ne sont que des expressions, et que les seuls gens qui aient agi véritablement, ce sont ceux qui ont écrit des livres. Alors pour lui, bien sûr, écrire Les Misérables, c'était l'action la plus forte qu'il pût faire. Il était incapable de changer le monde à lui tout seul, mais par l'intermédiaire de ce livre, il pouvait avoir une action transformatrice sur ce peuple en train de prendre conscience de lui-même. Je voudrais revenir à ce que vous aviez dit tout à l'heure, le fait que pour Hugo, l'action la plus véritable est celle qui s'exprime par le livre. Ça n'est pas du tout en contradiction avec l'intérêt qu'il a pour le progrès technique, parce que pour lui, le livre tel qu'il le pratiquait ne pouvait avoir toute son activité, toute son efficacité, que par son industrialisation. Je vous renvoie au fameux chapitre de Notre-Dame de Paris, ceci tuera cela, à propos de la découverte de l'imprimerie, où il déclare que la découverte de l'imprimerie est la révolution mère. C'est le fait que le livre peut être reproduit à un très grand nombre d'exemplaires qui fait que le livre devient un monument d'ubiquité, un monument qui peut se trouver partout à la fois. Et c'est parce que le livre a acquis cette possibilité d'inondation que de son rocher, Hugo peut, par l'intermédiaire des Misérables, contaminer en quelque sorte toute la France. Dans le rôle que Hugo fait jouer au livre, eh bien, l'aspect artisanal d'abord, puis de plus en plus industriel du livre est quelque chose qui joue un très grand rôle. Bien, je crois que Michel Butor vient de nous donner la conclusion, puisque en effet, Les Misérables ont été, malgré une presse dans l'ensemble assez défavorable, tout de suite lus en France, ensuite dans le monde entier, et immédiatement, dès l'une des premières éditions, il y a une lettre de Hugo au sujet de la traduction italienne, où il dit que son livre ne concerne pas simplement l'histoire de la société française, mais l'histoire de toutes les sociétés. Et René Journet pourrait nous dire un mot à la fin sur ce rayonnement des Misérables dans le monde entier en ce moment. Je pense que c'est effectivement une des œuvres françaises les plus connues. C'est une œuvre qu'on est en train de retraduire à nouveau en japonais. Je me rappelle un mot d'un savant qui a eu un prix il y a quelques semaines, qui est d'origine étrangère, et auquel on demandait pourquoi il avait choisi la France plutôt qu'ailleurs pour s'y établir. On dit « Oh j'avais lu Les Misérables, n'est-ce pas, je suis venu en France ».
Ledoux et Sylvia Montfort vont lire quelques textes des Misérables. Comme Hugo l'a dit en tête de sa préface philosophique, le livre qu'on va lire est un livre religieux. Hugo veut non pas expliquer Dieu, mais le prouver. Et le prouver par ce qui semble l'exclure, par ce que les philosophes lui ont constamment opposé, le mal et la souffrance. Comme dans l'Évangile, comme chez Tertullien, les Misérables de Hugo sont les préférés. Ils sont les préférés parce qu'ils souffrent et que la douleur est le fil de la destinée. Il a écrit « Un grand Dieu sombre est le maître de la vie ». Mais ce Dieu impassible qui enfermerait un autre homme dans le désespoir, chez Hugo, agit comme une occasion de se rassurer. La douleur, dit-il, nous rassure, car c'est par elle que l'homme existe. Existence, pour lui, c'est conscience. Ôter à l'homme la douleur, c'est lui ôter l'âme, c'est-à-dire le dévouement, la sincérité, le devoir, l'effort. Et Hugo fera dire cette parole digne de Job à son Jean Valjean, parce que les choses déplaisent, ce n'est pas une raison pour être injuste envers Dieu. Comment la conscience est-elle entrée dans cet idiot brutal qu'est Jean Valjean aux premières pages du livre? Comment ce forçat traqué par la police, que tout le monde chasse au cri de « gare au bloc », qui a volé les chandeliers de l'évêque, son seul bienfaiteur, puis les 40 sous de l'innocent berger, le petit Gervais, comment la brute, donc, qui est chevillée au corps de Jean Valjean, va-t-elle se recroqueviller et l'exemple venu d'en haut s'insuffler à sa place pour transfigurer notre homme? Telle est la conclusion du deuxième livre des Misérables, où Jean Valjean fixe sur sa détresse et sa méchanceté la puissance d'un regard suppliant. Et on sent alors passer comme un désarmement possible de l'inconnu. Ce qui était certain, et ce dont il ne se doutait pas, c'est qu'il n'était déjà plus le même homme. C'est que tout était changé en lui. C'est qu'il n'était plus en son pouvoir de faire que l'évêque ne lui eût pas parlé et ne l'eût pas touché. Dans cette situation d'esprit, il avait rencontré Petit Gervais et lui avait volé ses 40 sous. Pourquoi? Il n'eût assurément pu l'expliquer. Était-ce un dernier effet, comme un suprême effort des mauvaises pensées qu'il avait apportées du bagne? Un reste d'impulsion? Un résultat de ce qu'on appelle en statique la force acquise? C'était cela. Et c'était aussi peut-être moins encore que cela. Disons-le simplement, ce n'était pas lui qui avait volé. Ce n'était pas l'homme. C'était la bête qui, par habitude et par instinct, avait stupidement posé le pied sur cet argent pendant que l'intelligence se débattait au milieu de tant d'obsessions inouïes et nouvelles. Quand l'intelligence se réveilla et vit cette action de la brute, Jean Valjean recula avec angoisse et poussa un cri d'épouvante. Au moment où il s'écria « Je suis un misérable », il venait de s'apercevoir tel qu'il était. Et il était déjà à ce point séparé de lui-même qu'il lui semblait qu'il n'était plus qu'un fantôme, et qu'il avait là, devant lui, en chair et en os, le bâton à la main, la blouse sur les reins, son sac rempli d'objets volés sur le dos, avec son visage résolu et morne, avec sa pensée pleine de projets abominables, qu'il avait devant lui le hideux galérien Jean Valjean. L'excès du malheur, nous l'avons remarqué, l'avait fait en quelque sorte visionnaire. Il se contempla donc, pour ainsi dire, face à face. Et en même temps, à travers cette hallucination, il voyait dans une profondeur mystérieuse une sorte de lumière qu'il prit d'abord pour un flambeau. En regardant avec plus d'attention cette lumière qui apparaissait à sa conscience, il reconnut qu'elle avait la forme humaine et que ce flambeau était l'évêque. Sa conscience considéra tour à tour ces deux hommes ainsi placés devant elle, l'évêque et Jean Valjean. Il n'avait pas fallu moins que le premier pour détromper le second. Par un de ces effets singuliers qui sont propres à ces sortes d'extases, à mesure que sa rêverie se prolongeait,
L'évêque grandissait et resplendissait à ses yeux. Jean Valjean s'amoindrissait et s'effaçait. À un certain moment, il ne fut plus qu'une ombre. Tout à coup, il disparut. L'évêque seul était resté. Il remplissait toute l'âme de ce misérable d'un rayonnement magnifique. Jean Valjean pleura longtemps. Il pleura à chaudes larmes. Il pleura à sanglots, avec plus de faiblesse qu'une femme, avec plus d'effroi qu'un enfant. Les misérables, comme tous les hommes d'ailleurs, sont livrés au mal métaphysique. Mais ils sont aussi dans la main de la misère, c'est-à-dire de toutes les souffrances inutiles que les hommes ont ajoutées à la détresse du monde. Les plus pauvres des hommes, qu'on devrait traiter avec le plus de ménagement, c'est vers eux que la société tourne son masque courroucé, la répression, la loi, qui les font passer de la misère à la déchéance, de la déchéance à la dégradation, de cercle en cercle jusqu'au 7e. Les tribulations de Jean Valjean et la force d'âme qu'il leur oppose, cela tient à ce qu'il a vu le fond et qu'il le voit toujours, pour y opposer courage, conscience et dignité. Ledoux lit une magnifique scène du livre. Par un matin d'octobre 1831, Jean Valjean et Cosette, encore tout enfant, sont sortis et se trouvent au petit jour près de la barrière du Maine. Tout à coup, il y a des chevaux, des roues, des cris. 7 voitures marchaient à la file sur la route. Les 6 premières avaient une structure singulière. Elles ressemblaient à des haquets de tonneliers. C'étaient des espèces de longues échelles posées sur 2 roues et formant brancard à leur extrémité antérieure. Chaque haquet, disons mieux chaque échelle, était attelé de 4 chevaux bout à bout. Sur ces échelles étaient traînées d'étranges grappes d'hommes. Dans le peu de jour qu'il faisait, on ne voyait pas ces hommes, on les devinait. 24 sur chaque voiture, 12 de chaque côté, adossés les uns aux autres, faisaient face aux passants, les jambes dans le vide. Ces hommes cheminaient ainsi. Et ils avaient derrière le dos quelque chose qui sonnait, et qui était une chaîne, et au cou quelque chose qui brillait, et qui était un carcan. Chacun avait son carcan, mais la chaîne était pour tous. De façon que ces 24 hommes, s'il leur arrivait de descendre du haquet et de marcher, étaient saisis par une sorte d'unité inexorable et devaient serpenter sur le sol avec la chaîne pour vertèbre, à peu près comme le mille-pied. En tête et en queue du convoi marchaient des gendarmes à cheval, graves, le sabre au poing. Ce cortège était si long qu'au moment où la première voiture atteignait la barrière, la dernière débouchait à peine du boulevard. Une foule sortie on ne sait d'où et formée en un clin d'œil, comme cela est fréquent à Paris, se pressait des 2 côtés de la chaussée et regardait. On entendait dans les ruelles voisines des cris de gens qui s'appelaient et les sabots des maraîchers qui accouraient pour voir. Les hommes entassés sur les haquets se laissaient cahoter en silence. Ils étaient livides du frisson du matin. Ils avaient tous des pantalons de toile et les pieds nus dans des sabots. Le reste du costume était à la fantaisie de la misère. Leur accoutrement était hideusement disparate. Rien n'est plus funèbre que l'arlequin des guenilles. Feutres défoncés, casquettes goudronnées, d'affreux bonnets de laine, et près du bourgeron, l'habit noir crevé au coude. Plusieurs avaient des chapeaux de femmes, d'autres étaient coiffés d'un panier. On voyait des poitrines velues, et à travers les déchirures des vêtements, on distinguait des tatouages, des temples de l'amour, des cœurs enflammés, des cupidons. On apercevait aussi des dartres et des rougeurs malsaines. 2 ou 3 avaient une corde de paille fixée aux traverses du haquet et suspendue au-dessous d'eux comme un étrier qui leur soutenait les pieds. L'un d'eux tenait à la main et portait à sa bouche quelque chose qui avait l'air d'une pierre noire.
et qu'il semblait mordre. C'était du pain qu'il mangeait. Il n'y avait là que des yeux secs, éteints ou lumineux d'une mauvaise lumière. La troupe d'escorte maugréait. Les enchaînés ne soufflaient pas. De temps en temps, on entendait le bruit d'un coup de bâton sur les omoplates ou sur les têtes. Quelques-uns de ces hommes bâillaient. Les haillons étaient terribles. Les pieds pendaient, les épaules oscillaient, les têtes s'entre-heurtaient. Les fers tintaient, les prunelles flambaient férocement, les poings se crispaient ou s'ouvraient inertes comme des mains de mort. Derrière le convoi, une troupe d'enfants éclatait de rire. Cette file de voitures, quelle qu'elle fût, était lugubre. Il était évident que demain, que dans une heure, une averse pouvait éclater, qu'elle serait suivie d'une autre, et que ces vêtements délabrés seraient traversés, qu'une fois mouillés, ces hommes ne se sécheraient plus, et qu'une fois glacés, ils ne se réchaufferaient plus, que leurs pantalons de toile seraient collés par l'ondée sur leurs os, que l'eau emplirait leurs sabots, que les coups de fouet ne pourraient empêcher le claquement des mâchoires, que la chaîne continuerait de les tenir par le cou, que leurs pieds continueraient de pendre. Et il était impossible de ne pas frémir en voyant ces créatures humaines liées ainsi et passives sous les froides nuées d'automne et livrées à la pluie et à la bise, à toutes les furies de l'air, comme des arbres et comme des pierres. Les coups de bâton n'épargnaient pas même les malades qui gisaient noués de cordes et sans mouvement sur la 7e voiture, et qu'on semblait avoir jeté là comme des sacs pleins de misère. Les Misérables, c'est la misère du hors-la-loi, c'est aussi celle de la femme, c'est encore la misère de l'enfant. Mais les jours de révolution, dira Gavroche, les petits aussi sont bons à quelque chose. Extrait du grand chapitre que Hugo, dans Les Misérables, a consacré à l'insurrection du 5 juin 1832, écoutons par la voix de Sylvia Montfort la scène de la mort d'Éponine, l'une des filles des Thénardier. Hugo, dans un autre chapitre, décrit Éponine comme une rose dans la misère. Et il revient sur ses thèmes favoris. Triste créature sans nom, sans âge, sans sexe, auquel ni le bien ni le mal ne sont plus possibles, et qui, en sortant de l'enfance, n'ont déjà plus rien dans ce monde, ni la liberté, ni la vertu, ni la responsabilité. Âme éclose hier, fanée aujourd'hui, dit Hugo, pareille à ces fleurs tombées dans la rue que toutes les boues flétrissent, en attendant qu'une roue les écrase. Mais créature qui sera transfigurée par l'idéal de liberté défendu sur les barricades, Éponine en effet va droit au martyre, par misère, et aussi par amour pour Marius. Monsieur Marius? Il tressaillit, car il reconnut la voix qu'il avait appelée 2 heures auparavant à travers la grille de la rue Plumet. Seulement cette voix, maintenant, semblait n'être plus qu'un souffle. Il regarda autour de lui et ne vit personne. Marius crut s'être trompé, et que c'était une hallucination ajoutée par son esprit aux réalités extraordinaires qui se heurtaient autour de lui. Il fit un pas pour sortir de l'enfoncement reculé où était la barricade. « Monsieur Marius !» répéta la voix. Cette fois, il ne pouvait douter, il avait distinctement entendu. Il regarda et ne vit rien. « À vos pieds !» dit la voix. Il se courba et vit dans l'ombre une forme qui se traînait vers lui. Cela rampait sur le pavé. C'était cela qui lui parlait. Le lampion permettait de distinguer une blouse, un pantalon de gros velours déchiré, des pieds nus, et quelque chose qui ressemblait à une mare de sang. Marius entrevit une tête pâle qui se dressait vers lui et qui lui dit « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non. »« Éponine ?» Marius se baissa vivement. C'était en effet cette malheureuse enfant. Elle était habillée en homme. « Comment êtes-vous ici? Que faites-vous là ?»« Je meurs, lui dit-elle. »
Il y a des mots et des incidents qui réveillent les êtres accablés. Marius s'écria comme en sursaut. « Vous êtes blessé! Attendez, je vais vous porter dans la salle. On va vous panser. Est-ce grave? Comment faut-il vous prendre pour ne pas vous faire mal? Où souffrez-vous? Du secours, mon Dieu! Mais qu'êtes-vous venu faire ici? » Et il essaya de passer son bras sous elle pour la soulever. En la soulevant, il rencontra sa main. Elle poussa un cri faible. « Vous ai-je fait mal ?» demanda Marius. « Un peu, mais je n'ai touché que votre main. » Elle leva sa main vers le regard de Marius, et Marius, au milieu de cette main, vit un trou noir. « Qu'avez-vous donc à la main ?» dit-il. « Elle est percée. »« Percée ?» ?»« Oui. »« D'une balle ?»« Avez-vous vu un fusil qui vous couchait en joue ?»« Oui. »« Et une main qui l'a bouchée. » C'était la mienne. Marius eut un frémissement. Quelle folie, pauvre enfant. Mais tant mieux, si c'est cela, ce n'est rien. Laissez-moi vous porter sur un lit. On va vous panser, on ne meurt pas d'une main percée. Elle murmura. La balle a traversé la main, mais elle est sortie par le dos. C'est inutile de m'ôter d'ici. Je vais vous dire comment vous pouvez me panser. Mieux qu'un chirurgien. Asseyez-vous près de moi sur cette pierre. Il obéit. Elle posa sa tête sur les genoux de Marius, et sans le regarder, elle dit « Oh, que c'est bon, comme on est bien. Voilà, je ne souffre plus. » Elle demeura un moment en silence, puis elle tourna son visage avec effort et regarda Marius. « Savez-vous, monsieur Marius, cela me taquinait que vous entriez dans ce jardin. C'était bête, puisque c'était moi qui vous avais montré la maison. Et puis enfin, je devais bien me dire qu'un jeune homme comme vous... » Elle s'interrompit et, franchissant les sombres transitions qui étaient sans doute dans son esprit, elle reprit avec un déchirant sourire. « Vous me trouviez laide, n'est-ce pas ?» Elle continua. « Voyez-vous, vous êtes perdu. Maintenant, personne ne sortira de la barricade. C'est moi qui vous ai amené ici, tiens. Vous allez mourir. J'y compte bien. Et pourtant, quand j'ai vu qu'on vous visait, j'ai mis la main sur la bouche du canon du fusil. Comme c'est drôle. Mais c'est que je voulais mourir avant vous. Quand j'ai reçu cette balle, je me suis traîné ici, on ne m'a pas vu, on ne m'a pas ramassé. Je vous attendais. Je disais, il ne viendra donc pas. Ah, si vous saviez, je mordais ma blouse, je souffrais tant. Maintenant, je suis bien. Vous rappelez-vous le jour où je suis entré dans votre chambre et où je me suis miré dans votre miroir? Et le jour où je vous ai rencontré sur le boulevard, près des femmes en journée, comme les oiseaux chantaient. Il n'y a pas bien longtemps. Vous m'avez donné 100 sous. Et je vous ai dit, je ne veux pas de votre argent. Avez-vous ramassé votre pièce, au moins? Vous n'êtes pas riche. Je n'ai pas pensé à vous dire de la ramasser. Il faisait beau soleil, on n'avait pas froid. Vous souvenez-vous, monsieur Marius? Oh, je suis heureuse, tout le monde va mourir. Elle laissa retomber sa tête sur les genoux de Marius et les paupières se fermèrent. Il crut cette pauvre âme partie. Éponine restait immobile. Tout à coup, à l'instant où Marius la croyait à jamais endormie, elle ouvrit lentement ses yeux où apparaissait la sombre profondeur de la mort, et lui dit avec un accent dont la douceur semblait déjà venir d'un autre monde. Et puis, tenez, monsieur Marius, je crois que j'étais un peu amoureuse de vous. Elle essaya encore de sourire et expira. Encore un texte des Misérables, l'attraction de Jean Valjean à la fin du livre vers la maison de Cosette. La maison de Cosette, où quelques mois avant, il a dit à Marius, son mari, « Je ne la verrai plus, je ne suis rien à Cosette. Il y a 10 ans, je ne savais pas qu'elle exista. Cosette quitte ma vie, nos deux chemins se séparent. Pour vivre, autrefois, j'ai volé un pain. Je ne veux pas voler un nom. Je suis le forçat Jean Valjean. » L'attraction donc de Jean Valjean vers la maison de Cosette est l'extinction de ses forces qui rendent cette marche chaque jour
plus discrète, plus lointaine, plus mesurée. Pendant les derniers mois du printemps et les premiers mois de l'été de 1833, les passants clairsemés du Marais, les marchands des boutiques, les oisifs sur le pas des portes, remarquaient un vieillard proprement vêtu de noir, qui tous les jours, vers la même heure, à la nuit tombante, sortait de la rue de l'Homme Armé, du côté de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, passait devant les blancs manteaux, gagnait la rue Culture Sainte-Catherine, et arrivait à la rue de l'Écharpe, tournait à gauche et entrait dans la rue Saint-Louis. Là, il marchait à pas lents, la tête tendue en avant, ne voyant rien, n'entendant rien, l'œil immuablement fixé sur un point, toujours le même, qui semblait pour lui étoilé, et qui n'était autre que l'angle de la rue des Filles du Calvaire. Plus il approchait de ce coin de rue, plus son œil s'éclairait. Une sorte de joie illuminait ses prunelles, comme une aurore intérieure. Il avait l'air fasciné et attendri. Ses lèvres faisaient des mouvements obscurs, comme s'il parlait à quelqu'un qu'il ne voyait pas. Il souriait vaguement, et il avançait le plus lentement qu'il pouvait. On eût dit que tout en souhaitant d'arriver, il avait peur du moment où il serait tout près. Lorsqu'il n'y avait plus que quelques maisons entre lui et cette rue qui paraissait l'attirer, son pas se ralentissait au point que par instant on pouvait croire qu'il ne marchait plus. La vacillation de sa tête et la fixité de sa prunelle faisaient songer à l'aiguille qui cherche le pôle. Quelque temps qu'il mit à faire durer l'arrivée, il fallait bien arriver. Il atteignait la rue des Filles du Calvaire. Alors il s'arrêtait. Il tremblait. Il passait sa tête avec une sorte de timidité sombre au-delà du coin de la dernière maison. Et il regardait dans cette rue. Et il y avait dans ce tragique regard quelque chose qui ressemblait à l'éblouissement de l'impossible et à la réverbération d'un paradis fermé. Puis, une larme qui s'était peu à peu amassée dans l'angle des paupières, devenue assez grosse pour tomber, glissait sur sa joue, et quelquefois s'arrêtait à sa bouche. Le vieillard en sentait la saveur amère. Il restait ainsi quelques minutes, comme s'il eût été de pierre. Puis, il s'en retournait par le même chemin, et du même pas, et à mesure qu'il s'éloignait, son regard s'éteignait. Peu à peu, ce vieillard cessa d'aller jusqu'à l'angle de la rue des Filles du Calvaire. Il s'arrêtait à mi-chemin dans la rue Saint-Louis, tantôt un peu plus loin, tantôt un peu plus près. Un jour, il resta au coin de la rue Culture Sainte-Catherine et regarda la rue des Filles du Calvaire de loin. Puis il hocha silencieusement la tête de droite à gauche, comme s'il refusait quelque chose, et rebroussa chemin. Bientôt, il ne vint même plus jusqu'à la rue Saint-Louis. Il arrivait jusqu'à la rue Pavée, secouait le front et s'en retournait. Puis, il n'alla plus au-delà de la rue des Trois Pavillons. Puis, il ne dépassa plus les blancs manteaux. On eût dit un pendule qu'on ne remonte plus et dont les oscillations s'abrègent en attendant qu'elles s'arrêtent. Tous les jours, il sortait de chez lui à la même heure. Il entreprenait le même trajet, mais il ne l'achevait plus. Et peut-être sans qu'il en eût conscience, il le raccourcissait sans cesse. Tout son visage exprimait cette unique idée. À quoi bon? La prunelle était éteinte, plus de rayonnement. La larme aussi était tarie, elle ne s'amassait plus dans l'angle des paupières. Cet œil pensif était sec.
La tête du vieillard était toujours tendue en avant, le menton par moments remuait. Les plis maigres de son cou faisaient de la peine. Quelquefois, quand le temps était mauvais, il avait sous le bras un parapluie qu'il n'ouvrait point. Les bonnes femmes du quartier disaient « C'est un innocent ». Les enfants le suivaient en riant. Le grand artiste, c'est un grand homme dans un grand enfant, a dit Hugo. Le polémiste de Guernesey, qui écrit d'une main et combat des deux, le régime détesté. Rien ne ressemble à la gueule d'un canon, disait-il, comme la bouche d'une bouteille d'encre. L'humanitaire à l'œuvre, au travail, à la fatigue, au devoir, qui en un an écrit presque entièrement Les Misérables. Ces deux hommes qui sont en lui, le polémiste et l'humanitaire, Hugo sait aussi les congédier pour mettre du hasard dans son talent, pour provoquer le hasard en se laissant vivre. Jean-Bertrand Barrère a publié il y a quelques années chez José Corti 3 gros volumes sur la fantaisie de Victor Hugo. Et cela pour nous apprendre à ne plus regarder Victor Hugo seulement avec l'œil de Caïn, mais aussi avec l'œil de Maglia, l'homme gai, presque trop gai, qui irritait Sainte-Beuve, l'homme qui s'est protégé contre tout par une bonne humeur qui n'a jamais faibli. Nous allons diffuser un dialogue entre Jean-Bertrand Barrère et Pierre Moreau, professeur à la Sorbonne, sur ce Hugo en fantaisie, qui se déchaîne dans les chansons des rues et des bois. Ces chansons des rues et des bois, publiées en 1865, 3 ans après Les Misérables. Nous allons tout d'abord demander à Jean-Bertrand Barrère de donner sa définition de la fantaisie de Victor Hugo. J'ai cherché dans un premier volume à la définir au départ comme l'imagination en liberté. Je crois que c'est une formule un peu large. Je l'avais restreinte en précisant que c'était l'imagination en liberté du côté du sourire, de la joie. Puis la recherche pittoresque du trait qui porte, du trait surprenant, aussi déconcertant, l'esprit se livrant à toutes sortes de cabrioles et de surprises. C'est exact, mais j'y vois d'abord une espèce de réaction saine en face de la vie, et qui fera qu'en effet c'est une détente et un équilibre à toutes ces poésies d'inspiration plus sombres qui ont certainement nécessité de la part de Hugo une atmosphère qui l'a marqué. D'ailleurs, selon vous, il y a quelque chose d'existentiel dans cette fantaisie, en ce sens que la fantaisie constamment a répondu à un grand trouble, à une angoisse de sa nature, soit à la jalousie et au labeur pour les années 34-43, et là je ne fais que vous citer, soit au deuil pour les années 43-50, soit à la colère pour les années 53-55, et ensuite au vertige de l'inconnu, de 55 à la fin de sa vie. Donc il y a quelque chose de fondamental qui était dans sa nature. C'est ça, c'est ce que j'appelle une détente. Et une forme d'équilibre, lui-même l'a dit, n'est-ce pas, en parlant d'équilibre dans la composition des contemplations, où il constate avec une certaine complaisance, mais je crois un sens de la nécessité de cette composition, que les idylles font, comme il les appelle, font équilibre aux apocalypses. Maintenant, il me semble que ça correspond aussi à une autre attitude du poète en face du monde. Le poète qui compose ses apocalypses et le poète qui écrit à Jersey ou à Guernesey ses 300 vers le matin, et le poète de la fantaisie et le poète qui se promène à travers les buissons ou sur les plages ou qui escalade les rochers et qui note les pensées comme elles lui viennent. Et qui se baigne, mais c'est le matin aussi qu'il se baigne. Il est très difficile de savoir exactement comment ces poèmes ont été faits. Je crois qu'il y a une part de spontanéité plus grande, d'abandon à une espèce de plaisir même des mots, et de plaisir des images évoquées. Maintenant, il faudrait peut-être insister sur l'aspect philosophique de cette fantaisie qui est très présent constamment dans votre livre.
non seulement quand vous montrez qu'il y a chez Hugo une certaine disposition à l'animisme, il est évident que vivant seul à Jersey ou à Guernesey, il avait une certaine tendance à s'identifier aux nuages, à la tempête, aux rochers, et que pour lui, les rochers étaient de véritables compagnons avec lesquels il se livrait à un dialogue constant. Donc, le dialogue avec la nature, qui est une chose inévitable chez un homme profondément isolé, et aussi un profond optimisme reposant sur ce que la nature peut apporter à l'homme, la nature opposée aux laideurs sociales, opposée aux troubles du régime politique, opposée au désespoir du proscrit. Maintenant, il y a encore tout un autre aspect, c'est ces deux versants de la pensée de Hugo que vous dégagez constamment, le versant métaphysique, le versant apocalyptique, et en même temps le jour, le côté diurne de sa pensée qui le mène vers la fantaisie. Oui, il est évident que depuis longtemps, je crois, Hugo est un homme qui, comme il disait, faisait attention à sa vie nocturne. C'est intéressant de trouver cela. Il n'est pas le seul dans ce siècle de Nerval et d'autres romantiques. Mais il le faisait d'une façon extrêmement concrète, lui aussi. Vous savez que Madame Hugo faisait remonter sa superstition au temps où il avait vu cette princesse de Saxe-Cobourg, dont la grande ombre lui avait fait peur un jour, lorsqu'il était adulte et auprès du cercueil du prince, je crois. Et elle lui rappelle que depuis ce temps-là, au moins, il était extrêmement superstitieux. Les rappels de superstition, même presque enfantines, certains trouveraient chez Hugo, sont extrêmement troublants. Il est évident qu'il faut prendre Hugo tout à fait au sérieux, comme on peut le voir dans ces notes de carnet qui ont été rédigées pour son seul usage. Je pense qu'elles n'étaient pas rédigées pour la Bibliothèque nationale où la plupart ont été recueillies, et où il essaie de se rassurer à la fois sur sa raison et sur son état de santé mentale, en se prouvant par d'autres témoignages que ce ne sont pas des rêves, des fantasmagories, mais qu'il y a d'autres témoins qu'il ne veut tout de même pas troubler, alerter, mais dont il se contente d'enregistrer les témoignages. Et d'autre part, en notant lui-même comment ses impressions de mouvement, de phénomène, comme il dit, le phénomène, changent ou s'ajoutent, vont dans le même sens. Et il est évident qu'à partir de ce moment-là, toute cette fantaisie sensuelle que vous évoquez prend un sens particulier, comme j'ai cru le trouver, d'hygiène mentale. Et comme vous le disiez, et comme je l'ai été le chercher dans Kenilworth, que c'est un homme qui a peur la nuit et qui cherche à changer de chambre, par exemple, comme il le note un jour. Je descends dans la chambre proche de celle de tel autre, n'est-ce pas, pour sentir une présence humaine. Donc un poète hanté au plein sens du mot, à côté de ce poète jovial et sensuel. Mais n'avez-vous pas été tenté, alors que vous écriviez ce livre, de faire porter cette analyse sur les procédés de la fantaisie chez Hugo, surtout l'aspect nocturne de sa pensée? Je crois que l'enquête, là aussi, aurait été extrêmement féconde, puisque bien souvent, ces ombres qui le hantent prennent l'aspect de véritables charges de caricatures effroyables. D'ailleurs, il y a quelques pages consacrées dans votre livre à l'analyse des dessins chez Hugo, qui nous montrent que cette enquête était bien facile. Je crois que Jean-Bertrand Barrère a dû beaucoup regretter de ne pas illustrer son livre, mais il l'a illustré par les impressions personnelles qu'il paraît avoir rapportées de l'île de Sercq, par exemple, ou de ses séjours à Jersey. Ce qui me frappe dans son livre, c'est combien la fantaisie de Hugo, à cette époque, est inséparable d'un certain cadre, de certains paysages, et véritablement situé au cœur de l'océan. C'est peut-être là ce qui lui donne, parmi d'autres raisons, ce qui lui donne ce fond cosmique auquel Pierre Cipriot faisait allusion tout à l'heure. Il y a, à propos de Claudel, deux mots sur lesquels on n'a jamais cessé de jouer, c'est le mot comique et cosmique. Je crois que cette association de sons pourrait également être appliquée à Victor Hugo, qui ressemble sur ce point à Claudel. Chez l'un et l'autre, tout est
cosmique, même la fantaisie et même le rire. Et en effet, il n'y a pas de nature puissante, et Dieu sait si ce sont là deux natures puissantes, chez lesquelles la joie de vivre se sépare de la vie universelle. C'est là, je crois, la raison de ce panthéisme ou de ce monisme que Pierre Cipriot opposait tout à l'heure à l'autre fantaisie, à la fantaisie de l'antithèse, à la fantaisie manichéenne. Il me semble qu'il y a deux fantaisies de Victor Hugo et que ça correspond peut-être à deux romantismes, mais aussi à deux époques ou à un glissement du caractère même de Victor Hugo dans un certain cadre. Hugo avait dit de La Fontaine « Il est là, dans le taillis, dans la clairière, le pied dans les mousses, la tête sous les feuilles, l'esprit dans le mystère, absorbé dans l'ensemble de ce qui est, identifié à la solitude. » Eh bien, comme La Fontaine, Hugo sait être un homme qui végète plus qu'il ne vit. Et à Guernesey, il fait comme la nature, sa fleur et son fruit, sa fable et sa philosophie de la création même. La poésie sort des choses par où il lui plaît de les raconter. Voici, lu par Sylvia Montfort, Comédie dans les feuilles. Cette pièce des chansons des rues et des bois remonte au 23 octobre 1859. C'est déjà l'œil de Verlaine qui s'ouvre sur la fête diverse du monde. Au fond du parc qui se délabre, vieux désert, mais encore charmant quand la lune, obscur candélabre, s'allume en son écroulement. Un moineau franc que rien ne gêne a son grenier, tout grand ouvert, au 5e étage d'un chêne qu'Avril vient de repeindre en vert. Un saule pleureur se hasarde à gémir sur le doux gazon, à quelques pas de la mansarde où ricane ce polisson. Ce saule ruisselant se penche, un petit lac est à ses pieds, où tous ses rameaux, branche à branche, sont correctement copiés. Tout en visitant sa coquine dans le nid par l'aube dorée, l'oiseau rit du saule et taquine ce bon vieux laquiste éploré. Il crie à toutes les oiselles qu'on voit dans les feuilles sautant « Venez donc voir, mesdemoiselles, ce saule a pleuré cet étang !» Il s'abat dans son tintamarre sur le lac qu'il ose insulter. « Est-elle bête, cette mare? Elle ne sait que répéter. » « Oh, mare, tu n'es qu'une ornière, tu rabâches ton saule. Allons, change donc un peu de manière, ces vieux rameaux-là sont très longs. Ta géorgique n'est pas drôle. Sous prétexte qu'on est miroir, nous faire le matin un saule, pour nous le refaire le soir. C'est classique, cela m'assomme. Je préférerais qu'on se tue. Ça, ton bon saule est un bonhomme. Les saules sont de l'institut. Je vois d'ici bâiller la truite. Mare, c'est triste, et je t'en veux d'être échevelé à la suite d'un vieux qui n'a plus de cheveux. Invente-nous donc quelque chose. Calque, mais avec abandon. Je suis fille, fais une rose, je suis âne, fais un chardon. Aie une idée. Un iris jaune, un bleu nénuphar triomphant. Sapristi, il est temps qu'un faune fasse à ta naïade un enfant. Puis il s'adresse à la linotte. Vois-tu, ce saule, en ce beau lieu, a pour état de prendre en note le diable à côté du bon Dieu. De là son deuil. Il est possible que tout soit mal, ô macatin. L'oiseau sert à l'homme de cible, l'homme sert de cible au destin. Mais moi, j'aime mieux sans envie errer de bosquet en bosquet, corps bleu, que de passer ma vie à remplir de pleurs un baquet. Le saule à la morne posture, noire comme les bois des gibets, se tait, et la mère nature sourit dans l'ombre au colibet que jette, à travers les vieux marbres, les quinconces, les buis, les eaux, à cet Héraclite des arbres, ce Démocrite des oiseaux.
Vous venez d'entendre Analyse spectrale de l'Occident. Aujourd'hui, Victor Hugo 1851-1870 par Pierre Cipriot, assisté pour la réalisation de Hélène Delabrusse. Avec la collaboration de Jean-Bertrand Barrère, Francis Bouvet, Michel Butor, René Journet, André Mauroy de l'Académie française, Pierre Moreau. Les textes de Actes et Paroles et des Misérables étaient lus par Ledoux, Jean Topard et Sylvia Montfort. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 10 avril 1965. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.